Donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc on va aujourd'hui couvrir le sujet sur, forcément la 3D, mais pas que et puis, voir un peu si, c'est un impératif pour les marques de mode aujourd'hui, puisque c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, pour le bon déroulement de ce webinaire, c'est de couper vos micros et caméras. N'hésitez pas à poser vos questions, dans le chat, comme ça on pourra, y répondre, si je peux, au milieu ou en fin de présentation et puis, en fin de présentation, on aura aussi la possibilité d'échanger de vive voix, donc vous pourrez utiliser le bouton, lever la main. Un petit peu, de moi rapidement. Je suis Alexandra Buor, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai passé, 10 ans dans le développement, de produits, principalement pour des marques de luxe ou de haut de gamme et à la suite de ça, je me suis orientée dans le vêtement d'image où j'étais donc responsable, de projet, de l'idée jusqu'à, la réception, en boutique et puis après avoir passé un peu plus de 15 ans, dans la mode et bien j'ai découvert la 3D il y a un peu plus de 4 ans maintenant et je suis une passionnée de cette technologie parce que je suis convaincue qu'elle peut contribuer à produire autrement. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les marques dans leur transformation digitale lors d'un déploiement d'un outil et je suis aussi certifiée ProSci dans la conduite du changement. Une petite présentation rapide de Fit Retail. Donc, nous sommes un cabinet de conseil qui accompagne dans toutes les phases de la digitalisation du circuit du produit pour les secteurs de la mode, luxe et retail. On accompagne principalement les métiers, mais aussi la partie technique dans les nouveaux process lors d'un déploiement d'un nouvel outil comme le PLM, la 3D ou autre. Et puis aussi, ça peut arriver lors d'une réorganisation. Et nous formons aussi lors de la prise en main des logiciels que nous implémentons, tout en incluant les étapes en lien avec les métiers, avec une vision 360. Au sommaire, ce qu'on couvre aujourd'hui, eh bien, on va regarder un petit peu comment la 3D a révolutionné l'industrie. Sur cette chronologie, j'ai vraiment souhaité mettre en parallèle les enjeux de la mode à cette époque. Je trouve que c'était important de voir un peu ça en parallèle. Et puis, on fera un état des lieux du marché et de ses enjeux. Et pour la fin, on verra un petit peu si la 3D peut servir aux défis des marques d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par la chronologie de la 3D et je vais vous raconter un peu une petite histoire. Donc, c'est l'histoire de la théière de Utah. On est en 1974 et nous avons Martha Newell, qui est un doctorant de l'Université de Utah, qui étudie des algorithmes pour rendre des formes 3D réalistes. Donc, ça faisait partie de sa recherche et il n'arrivait pas du tout à trouver un objet simple avec des courbes qui pouvaient lui permettre de tester ses recherches. Et c'est en faisant part de ses préoccupations à sa femme elle lui suggère donc une théière et parce qu'ils étaient en train de boire un thé en ce moment et c'est un objet qui est complètement banal, qui fait partie de notre, quotidien pour les buveurs de thé, qui est devenu aujourd'hui, un objet de référence dans la mode, dans le monde de la modélisation, pardon. Et c'est grâce à cette petite théière, et bien, qu'on a maintenant la possibilité de concevoir en 3D. La suite, eh bien, la 3D s'est immiscée très rapidement dans notre quotidien. Les Dents de la Mer, Star Wars, Alien, je pense que vous les connaissez tous, ces films. Ça va pas nous rajeunir, parce que sachez que nous entrons dans les années 80 et c'est le début de l'usage de la 3D pour les effets spéciaux. On a ensuite l'arrivée des premiers jeux vidéo, donc au milieu des années 80, avec par exemple Pac-Man, Mario Bros, la légende de Zelda. Et secteur beaucoup plus sérieux, l'automobile et l'aéronautique qui adoptent la 3D pendant cette décennie pour réduire les coûts de prototypage et accélérer les développements. Et donc, pendant ce temps-là, la mode, elle en est où? Eh bien, les années 80 sont un tournant pour la mode. On part dans le clinquant, le matérialisme, l'affirmation de soi, l'individualisme. On a Paris qui voit arriver plein de jeunes créateurs comme Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler ou Castelbajac. On est dans l'apparence, l'expression du corps via le flashy, le lycra, les épaulettes XXL. Et donc, pour répondre à la demande, le prêt-à-porter commence à résonner en délocalisation pour le sourcing, avec une attirance principale pour l'Asie. Et c'est à cette période que la production vestimentaire commence à s'intensifier. On a aussi en parallèle l'âge d'or du sentier qui, lui, réussit à contrer la délocalisation en créant des circuits courts dans ce fameux quartier. Donc les années 80 résonnent avec prospérité et insouciance. On arrive maintenant dans les années 90 et la 3D continue son invasion. Elle se démocratise et devient un outil indispensable dans les secteurs cités, comme l'aéronautique et le cinéma et l'automobile.
En parallèle, eh bien, on a la mode qui subit quelques perturbations en lien avec différentes crises économiques. On a aussi la guerre du Golfe qui préoccupe à cette période. Et surtout, ce qui va ébranler l'industrie, bah, c'est l'arrivée de la marque Zara, qui donne l'ère de la fast fashion. Donc, au lieu de sous-traiter la fabrication en Asie, comme les autres marques à cette époque, eh bien, Zara opte pour une production locale et proche. Donc, on a le Portugal principalement, le Maroc et la Turquie. Cette marque lance des micro-collections en petite quantité et est capable de développer et produire en 4 à 6 semaines seulement. Cette marque, donc, qui est espagnole, elle réussit à susciter le désir du consommateur, à être à la pointe des tendances au moment, à l'instant T, et elle évite en plus d'avoir du stock. D'autant plus, c'est qu'elle crée du buzz et elle n'a même pas besoin d'effectuer des campagnes de publicité. Donc c'est vraiment un point de bascule pour l'industrie parce qu'elle doit faire face à ce nouveau business model et puis aussi à un changement de comportement du consommateur. Le fait d'être dans l'incertitude de ne pas pouvoir s'offrir le modèle, si jamais on attendait trop, bah, ça a généré un comportement d'achat compulsif, chose qu'on ne connaissait pas du tout avant. Et à cette période aussi, bah, on a d'autres marques fast fashion comme H&M qui commencent à s'introduire sur le marché au fil des années et qui va commencer à tirer, les prix vers le bas et pousser la mode vers une mode jetable. On arrive, au début des années 2000 et c'est là qu'enfin la 3D rencontre le textile via une opportunité. Il faut savoir qu'au départ, les créateurs, du premier logiciel 3D pour la mode avaient commencé à développer une cabine d'essayage virtuelle pour acheter des vêtements en ligne, donc rien à voir avec du prototypage virtuel. Et c'est en 2004 qu'Adidas a tenté la 3D pour répondre à ces enjeux. Déjà, c'était pour être beaucoup plus innovant dans ses conceptions et puis d'avoir la possibilité de visualiser des volumes en instantané parce qu'ils étaient beaucoup en relation avec des organismes sportifs qui n'avaient aucune visibilité ou l'im pas du tout l'habitude de conceptualiser le volume en partant d'un croquis à plat. C'était aussi pour accélérer cette prise de décision. Il y avait déjà cette préoccupation de réduire son empreinte carbone et les déchets en lien avec le développement. La volonté aussi de réduire le nombre de prototypes et d'améliorer les échanges avec les fournisseurs. Bien entendu, bah, c'était pas du tout une réussite dans l'immédiat, hein. C'était vraiment, bah, le tout début et comme c'était une ambition stratégique de l'entreprise et bien, Adidas a travaillé vraiment en étroite collaboration avec l'éditeur, les équipes internes et ses fournisseurs pour la mise en place de cette nouvelle façon de travailler. Les 2 parties savaient aussi que ce n'était que le début en termes de challenge, puisque à cette époque, les matières, étaient, pas du tout encore aussi fluides qu'aujourd'hui et c'était le principal challenge. On avait aussi tout le côté, avatar et tout l'ensemble en fait de ce que constitue, un logiciel 3D pour la mode qui n'était pas encore, paramétré exactement comme aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché Adidas d'avancer, ça a forcément suscité de l'intérêt et à la fin des années 2000, on a l'arrivée, de certains concurrents. On arrive dans les années 2010, la 3D, eh bien, continue son petit bonhomme de chemin. Elle évolue avec de nouveaux clients, de nouveaux challenges. Pour, côté mode, eh bien, la fast fashion, est bien implantée, pardon, et elle a modifié définitivement, bah, la majorité, des habitudes consommateurs qu'on appelle, à cette époque, la génération du now. On a les marques, qui se focalisent sur le e-commerce, qui montent en puissance. C'est vraiment la technologie du moment, pour pouvoir faire face, bah, à la concurrence et à la fast fashion, entre autres. Et puis, on a aussi un point important, c'est l'apparition des réseaux sociaux, dont Instagram, qui est un changement, radical pour les marques parce que là, on rentre dans l'ère des médias sociaux, on a l'arrivée des influenceurs, du marketing visuel plus, plus. Et là, ça devient vraiment une préoccupation majeure pour contrer, la concurrence. En 2013, eh bien, on a, les médias qui pointent du doigt la catastrophe du Rana Plaza à Dakar et puis, bah, des conséquences de la fast fashion et bah, de la quête du moins cher. C'est un début timide de prise de conscience parce que, bah, là, on se rend compte que oui, il est peut-être temps de réfléchir à produire autrement, mais comment? Difficile de changer radicalement quand le secteur est en flux tendu, qu'il y a de la demande, client, qui sont, eux, dorénavant formatés à trouver un prix plutôt qu'un vêtement. Et c'est là qu'on commence aussi à entendre, parler de la slow fashion, timidement, mais c'est vraiment assimilé à une communauté bobo. Paradoxalement, eh bien, on a Adidas qui annonce officiellement d'avoir économisé 1 million de prototypes en 3 ans grâce à la 3D.
Donc la marque prouve à cette époque qu'il y a une solution, mais malheureusement, les médias se sont passés d'en parler. C'est mieux de parler de tragique, c'est un peu plus vendeur, je dirais. Et on est, dans les années ensuite 2018 où là, la mode souffre d'un déficit de confiance à la suite des événements et on voit aussi émerger, la seconde main qui, va attirer beaucoup les consommateurs. Et pour finir, on entend parler des lois qui annoncent bien l'interdiction de détruire des stocks invendus et c'est là où on se demande: est-ce que l'industrie arrivera à se remettre en question? Difficile à dire. 2020, tout le monde s'en souvient. Le monde s'arrête. On était tous bloqués à la maison. Forcément, ça agite les méninges et il faut s'adapter et trouver un système D. C'est là que la 3D, elle est utilisée pour sauver des collections en attendant du mieux pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment une opportunité de se renouveler, de changer de vision et de changer vraiment tout en termes de développement. Il y a une vraie prise de conscience aussi globale qu'il est grand temps de prendre soin de notre planète parce que c'est là aussi où on constate qu'il y a beaucoup de choses vues de notre fenêtre, au sens figuré comme au sens propre, qu'après 2 mois d'arrêt d'activité humaine, on voit qu'il y a vraiment des grands changements. Et après ce moment épique, on a cet engouement pour la 3D. Beaucoup de marques lancent, des tests au niveau, du studio, de leur bureau d'études et cetera et puis, la 3D propose des avatars paramétrables, pardon. On a aussi l'intégration des propriétés physiques qui est possible, depuis 2019, donc c'est beaucoup plus fluide, c'est vraiment attrayant. On voit, que le drapé, est proche du réel et ça attise énormément la curiosité parce qu'on voit énormément de beaux visuels, sur les différents, réseaux sociaux forcément on entend en parler, ça fait un buzz. À ce moment-là, les éditeurs sont challengés à 1000. L'évolution est constante pour répondre aux besoins de l'industrie et certains rencontrent un grand succès comme, PVH, Hugo Boss, et bien d'autres qui ont prouvé, les réels bénéfices de la 3D. On arrive donc aujourd'hui, 2024, et la 3D est sous son plus beau jour. Les avatars mous tant attendus sont arrivés. Forcément, il y a encore du paramétrage et de la mise à jour, mais ils sont là, ça y est. Alors qu'on parlait il y a 4 ans, on se disait ça va jamais venir. Voilà, c'est là. C'est une évolution incroyable en espace de 4 ans. Et depuis peu, on a même l'IA qui s'est invitée dans la 3D en mettant l'accent sur les rendus, qui suscite quand même une réflexion sur la réalité du visuel, tant on voit la finesse du grain de peau et on a aussi en parallèle, beaucoup de fournisseurs, qui se sont équipés pour réduire le temps de développement. Donc tout est là. Mais malgré l'intérêt pour beaucoup de marques, la 3D n'a pas dépassé, le stade, du test ou reste en projet stand-by pour la majorité des marques, et on se demande pourquoi. Pourquoi? J'ai trouvé intéressant de regarder un petit peu les facteurs extérieurs et de faire un état des lieux du marché de la mode, et pour mieux comprendre pourquoi les marques peinent à avancer dans cette technologie. Tout d'abord, au niveau économique, nous le vivons tous. Nous avons cette incertitude économique mondiale qui rend difficile les prévisions depuis maintenant 3 ans. Entre la pandémie qui a chamboulé l'économie mondiale et qui peine à s'en remettre, mais on a aussi l'inflation due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la crise de l'énergie depuis cette sortie de pandémie et des guerres. Ce qui engendre, une réduction du panier moyen et des suppressions d'achats du superflu. Forcément, la mode n'étant pas un besoin de première nécessité, les marques le ressentent dans les chiffres, pour, la majorité, hein. Et moins de moyens, suscite à trouver des alternatives notamment avec la seconde main, qui elle en profite parce qu'elle a grandi 11 fois plus vite que le retail entre 2021 et aujourd'hui. En 2022, il faut savoir que le marché de l'habillement global, pardon, en Europe représentait, 6 milliards d'euros et dedans, la seconde main représente 1,16 milliard d'euros, soit plus de 19,3 de prise de marché, via cette niche. Donc c'est pas négligeable. Au niveau social, c'est un autre paramètre important. Les consommateurs ont besoin de transparence pour redonner leur confiance aux marques. Ils veulent des preuves, d'engagement. Ils sont devenus très méfiants en lien du greenwashing.
on n'en fait plus, c'est fini. Ça rejoint, les directives, ben, de traçabilité, de transparence dont on entend parler, depuis quelques longs mois. Et autre aspect, on a aussi, bah, les salariés d'aujourd'hui qui sont en quête de sens. Ils sont beaucoup plus regardants sur les engagements, et les valeurs de l'entreprise, chez qui ils vont travailler, et ils sont aussi beaucoup plus intransigeants sur l'équilibre vie privée et vie pro, et seront sans équivoque si cela n'est pas respecté. J'ai eu, récemment un échange avec, une marque, un de mes anciens responsables de, de développement, produit, et qui me faisait part, bah, qu'il avait beaucoup de mal à recruter. Pourtant c'est une marque très reconnue, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rythme de collection qui est intense. On demande un investissement personnel assez, fort, et les salaires n'ont pas forcément évolué, et du coup, bah, il y a pas l'envie finalement de rentrer dans ces postes-là, parce qu'on n'a plus envie finalement de mettre de côté cette vie privée, et voilà. Donc là, il y a une très grosse difficulté aujourd'hui sur le marché, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment un intérêt pour les entreprises, bah, de revoir leur marque employeur, et de faire en sorte, bah, de mieux attirer et surtout de conserver les meilleurs talents. Au niveau politique, eh bien, on vit des tensions géopolitiques, notamment, bah, avec la Russie, avec un gros manque à gagner, pour les marques, puisque beaucoup ont dû fermer leurs magasins, sur place depuis 2 ans. On a aussi l'arrivée de l'IA qui a créé un engouement très, très rapidement l'année dernière, avec un rapport de la commission, d'ailleurs, qui a été remis, fin mars, qui contient, 25 recommandations pour, bah, viser à faire de la France un acteur majeur de la révolution technologique, au niveau de l'IA. Et puis, bah, pour finir, c'est, la préoccupation majeure, c'est le changement climatique qui insuffle beaucoup de réflexions au niveau des gouvernements, et donc lorsqu'il s'agit de durabilité, eh bien, tout devient interconnecté, et c'est clairement devenu un enjeu majeur. Qui dit politique, eh bien, en parallèle, on a toujours la partie légale, et il s'est passé beaucoup de choses. On a eu 16 textes, qui, ont été à l'étude dans l'Union européenne en 2023. Parmi ces textes, eh bien, on a eu les plans d'action pour l'économie circulaire, on a eu la révision du règlement sur l'étiquetage des textiles, on a aussi la méthodologie de l'empreinte, environnementale pour les entreprises. Et cette année, eh bien, elle est aussi marquée par l'annonce du Parlement européen dans l'adoption d'une, position de loi contre la fast fashion, avec un texte qui va moduler sous forme de bonus ou malus en fonction de leur éco-score, et surtout l'interdiction de faire de la publicité, pour les marques de fast fashion. On a aussi, bah, les fondements de la RSE qui deviennent, bah, incontournables, et font, majoritairement, partie des stratégies des entreprises. Ça, je trouve ça super. Et puis, on a aussi sur le terrain, ce qu'on constate, nous en tout cas, c'est que les grandes sociétés, eh bien, elles mettent vraiment en place les outils pour répondre aux exigences AGEC. Donc le constat, c'est qu'on voit que le développement durable, eh bien, modifie le secteur, et que les lois aident les marques à se restructurer. Au niveau environnemental, nous le constatons, eh bien, on a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes qui perturbent le quotidien, et donc les ventes, mais aussi la chaîne d'approvisionnement, d'autant plus que nous dépendons de pays sur lesquels ils sont encore plus impactés que nous, et que, bah, la situation est désormais plus qu'urgente, puisque, on a, un objectif, climatique, c'est-à-dire, ne pas dépasser les 1,5 degrés d'ici, 2030. Pour le moment, c'est pas gagné, donc on a encore du travail, et c'est via la traçabilité aussi, grâce aux lois, eh bien, on a, les marques qui doivent elles se doivent d'informer maintenant la provenance des matières premières, du modèle, pour que le consommateur soit aussi beaucoup plus, raisonné, et sensibilisé au moment de ses achats. Donc ça permet, aussi, bah, de challenger les marques dans la transparence, de leur chaîne d'approvisionnement. Et ça demande aussi un gros travail de structuration de la donnée, de faire un bilan carbone sur le circuit du produit. Bon, c'est vrai que c'est pas évident pour les marques, mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est un bon point de départ pour changer notre façon de produire, sachant quand même qu'aujourd'hui, 2024, c'est l'année de la mise en place de l'affichage textile. Il y a aussi une prise, de conscience globale sur la nécessité, bah, de réduire les déchets, l'empreinte carbone, la consommation, d'eau, et aujourd'hui, je trouve le problème dans l'industrie de la mode, c'est qu'on aborde, le sujet changement climatique et développement durable, en se disant, bah, à qui ça va être, le rôle
de changer tout ça. Et il y a un gros travail. Donc, est-ce que ce sont les marques? Est-ce que ce sont les retailers? Est-ce que ce sont les fournisseurs? Tout le monde se passe la patate chaude un peu. Et au final, bah, c'est à tout le monde d'en prendre la responsabilité et d'y aller ensemble. Et j'aimerais aussi rajouter bah, le gouvernement et aussi les consommateurs. Parce qu'on est tous dans ce circuit, dans ce cycle de vie du produit et on a tous notre part à faire pour que ça fonctionne en fait. Donc je trouve que c'est vraiment une partie importante dans cette partie environnement. La veille technologique est souvent une partie mise de côté dans les stratégies des marques. C'est un des intérêts assez on nous le rappelle souvent que bon voilà, c'est pas principalement, enfin je trouve que c'est un des intérêts qui serait principalement en lien, je dirais, avec la culture du savoir-faire manuel. Il y a dans les métiers un manque d'appétence à l'informatique. Et puis bon, bah, globalement, on a aussi le budget qui peut refroidir rapidement. Le secteur de la mode bah, peine à rattraper son retard dans l'avancée technologique avec tous ces facteurs externes. Et pourtant, plus on attend pour rattraper le train en marche et plus il est difficile de rattraper le retard parce que bah, les technologies, elles sont de plus en plus performantes, elles évoluent très vite. Rester sur des outils qui ont été développés il y a quelques années sans les mettre à jour ou ne pas se tenir informé des évolutions, bah, ça peut être dangereux. Bah, récemment, on a vu, hein, des marques qui se sont écroulées ou qui sont aujourd'hui, face à des difficultés pour remonter, la pente. C'est principalement, des marques qui ont investi un peu tard ou pas assez dans le e-commerce dans les années 2010. Voilà, donc le fait de se laisser dépasser par les avancées technologiques, représente un risque important pour, bah, la durabilité et l'évolution d'une marque. Pourtant, les technologies, enfin la technologie, de manière générale, est devenue quand même beaucoup plus accessible ces dernières années et je trouve qu'il serait dommage, bah, de s'en priver. Je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple, bah, l'IA générative qui devient de plus en plus facile, et de plus en plus accessible pour aider dans l'étape, de création et dans l'analyse des tendances. Forcément, bah, la 3D qui permet de réduire, le nombre de prototypes, mais aussi de réduire les coûts. Et du coup, ces 2 technologies permettraient vraiment de mieux appréhender les besoins réels de manière plus précise, de réduire le temps, dans la prise de décision et lors du développement et la, réduction, bah, des déchets et l'impact carbone. Avoir des technologies dans l'automatisation et l'optimisation des chaînes de production et en logistique, bah, ça permettrait aussi de réduire les coûts et d'avoir une meilleure productivité. On a aussi le blockchain qui permet, une meilleure traçabilité, d'assurer l'authenticité, mais pas que, parce qu'elle permettrait aussi d'enrichir l'histoire qui se cache derrière, bah, chaque vêtement et donc de répondre aux besoins de transparence. Et puis, bah, proposer, des essayages virtuels pour, assurer, bah, un meilleur taillant, avec l'aide de la 3D, ça permettrait de réduire les retours et de permettre aussi une expérience client beaucoup plus, personnalisée, permettrait un choix, ben, plus pertinent pour l'acheteur. Donc vraiment les technologies, elles sont des atouts pour nous aider à créer, à fabriquer autrement et à mieux communiquer et même à nous aider à relocaliser proche de chez nous. J'ai assisté à un petit déjeuner au sein de la Fédération française du prêt-à-porter il y a maintenant quelques semaines, où on a abordé justement le sujet, prêt, pour demain avec la RSE. Et ce qui était intéressant, bah, c'était, le témoignage de plusieurs marques, dont Kitsune, qui s'est exprimée sur la veille technologique, que, ben, même une petite entreprise se doit de rester à jour sur les avancées technologiques. L'investissement dans les technologies est important, car l'après permet de réduire des coûts et de s'adapter plus facilement, à l'évolution, du secteur. On a aussi, Pierre-François Lelouet, donc coprésident de l'Union française des industries de la mode et de l'habillement, qui a animé donc une conférence lors du Made in France, qui dit, bah, je cite: plus il y aura d'innovation, plus le coût de la pièce va baisser et plus il y aura de la possibilité de le relocaliser. Donc les technologies sont là aussi pour nous aider à repenser à la mode, et à redorer notre savoir-faire, et à relocaliser notre industrie en Europe. Alors, question, la 3D peut-elle servir donc les défis du secteur? Donc on le vient de voir, on est quand même, vers un avenir un peu ambigu. Ce qui est sûr, c'est que les marques, elles n'ont plus le choix que de se mettre au diapason avec les technologies si elles veulent faire face aux différents défis.
Sur le terrain, eh bien, on remarque que les marques avancent dans l'urgence. Beaucoup prennent conscience qu'elles ont pris du retard dans la mise en place de solutions pour avancer dans leur transition digitale. Donc, il y a une multitude de questions. Vers quelle technologie aller? Par où commencer? Moi, c'est souvent aussi des questions qu'on me pose en lien avec le sujet 3D. Moi, jusqu'à présent, j'avais tendance à recommander de réfléchir sur les ambitions à court et moyen terme, en lien avec cet outil. Mais au vu des facteurs externes qui sont quand même très, très forts et qui donnent, ce côté un peu, on sait pas trop où on va, j'ai finalement envie de dire que j'ai vraiment envie de vous dire que si la 3D je suis pas sûre en fait de vouloir répondre à cette question, si la 3D peut servir aux défis, auxquels, vous faites face. En fait, je préfère vous dire qu'il est temps de vous poser, d'identifier les domaines sur lesquels vous devez vous concentrer. Voilà quelques exemples, peut-être, sur la conception de vos produits. Est-ce que c'est la créativité qui a besoin d'un coup de boost? Est-ce que peut-être vous avez besoin de revoir la qualité de vos matières, le sourcing? À savoir quand même que c'est un coût, majoritaire dans le vêtement et ça sera aussi un coût environnemental, je crois d'ordre de 20 à 50 pour le vêtement. Est-ce qu'éventuellement, vous avez besoin de faire un focus sur l'éco-conception qui manque, à votre collection globale? Ou bien, améliorer votre taillant pour réduire les retours, pour améliorer votre, public cible? Donc là, auquel cas, on aura, l'IA, la 3D qui pourrait être effectivement des solutions, pour répondre, à ces enjeux. Un autre focus, au niveau marketing et distribution de la marque, par exemple, est-ce que vous avez besoin de revoir, vos campagnes? D'être beaucoup plus innovant, éventuellement d'être beaucoup plus présent sur, les réseaux sociaux, avoir, bien la possibilité de recueillir, les données pour augmenter, votre retour sur investissement ou bien améliorer votre expérience client. Et là, en solution, il y en a plein pour donner, pour vous aider dans le marketing et les analyses de données. On peut aussi rajouter, la réalité augmentée, l'IA et forcément, la 3D pour, les rendus visuels. Pour finir, un troisième exemple, un axe qui me semble très pertinent, qui permet de rejoindre la partie développement durable et challenger son process avec les technologies, c'est une évaluation environnementale sur le cycle de vie, de vos produits et puis même du département. C'est un gros chantier, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça vous permettra de voir les quick wins et les zones évidentes où les technologies, seront la solution pour répondre à vos enjeux. Ça permettrait aussi, une transformation complète avec la revue de vos process, le listing de vos priorités et d'écrire votre plan d'action. Pour cela, pour que ça fonctionne, il est essentiel d'avancer avec ses fournisseurs, ses équipes et mais aussi, les retailers et surtout, la partie RH qui, elles, ont un rôle clé, comme je vous disais tout à l'heure. Elles se doivent d'attirer les meilleurs profils, mais aussi d'aider les managers pour les garder. Parce que c'est important d'avoir une équipe solide et engagée, afin de contribuer à la réussite de cette transition. Trop de turnover, on a vu que ça marchait pas. Bien voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire et donc, voici ce qu'il faut retenir. Donc en premier lieu, la 3D, elle a beaucoup évolué, en s'adaptant aux besoins des métiers de la mode. Ils étaient vraiment à l'écoute et aujourd'hui, elle peut vraiment aider dans les défis en lien avec le développement durable. Depuis que le développement durable est entré, dans l'industrie de la mode, clairement, il établit un lien entre la réputation, la confiance, les ventes et les bénéfices d'une marque. Il est essentiel de maintenir une, veille technologique afin de s'adapter plus aisément à l'évolution du secteur et les adaptations du secteur, et l'intégration de l'innovation sont essentielles pour que le secteur de la mode, puisse répondre de manière proactive, aux changements et aux défis et ce qui permet, de renforcer une résilience et de maintenir pertinence et compétitivité dans un environnement en constante, évolution. Alors je ne vois pas de questions dans la conversation. Est-ce que certains ont des choses à ajouter ou des questions, à poser? Pas de questions? Si nous n'avons pas de questions, je vais vous souhaiter un bon appétit. Je vous remercie d'avoir participé, à ce webinaire et puis, je vous souhaite une, très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Alex. Merci.